Ça y est, les F1 2023 ont fait leur premier tour de roue à Bahreïn. 24 heures de roulage étalées sur 3 jours pour se préparer au premier Grand Prix sur la même piste la semaine prochaine. Eh bien, je te résume tout ça, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à la fin, je vous donnerai mon prono pour Bahreïn et aussi mon état des lieux, ma hiérarchie au sortir de ces tests. Bon, avant tout un petit disclaimer pour les habitués mais aussi pour les nouveaux, déchiffrer les essais c'est tout sauf facile. On va pas se focaliser sur le temps le plus rapide réalisé par le pilote sur l'ensemble de la journée, il est très peu représentatif et il dépend de beaucoup de données qu'on n'a pas, les quantités d'essence, ce genre de choses. On a besoin de plus d'éléments, mais par contre, à l'ère de la donnée facilement accessible et à la multiplication des comptes de spécialistes, on peut tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire penser qu'on a tout compris parce qu'on a lu des données un petit peu techniques et un petit peu obscures. La vérité n'apparaît jamais nettement dans des chiffres au sortir des essais car ils ne sont pas complets. Là je veux dire, il y avait quand même 7 types de pneus différents, personne n'avait le même programme, on a testé des pièces dans tous les sens à toutes les heures, bref, on peut vite être induit en erreur. Malgré tout, eh bien on peut quand même constater et en parler, surtout si on se base sur des chiffres bien choisis, si on prend du recul, si on interprète comme il faut quelques faits, si on écoute les déclarations, les ressentis et les choses qui se disent dans les équipes, et surtout aussi si on se documente de la part des experts et des gens qui sont plus proches des équipes. On peut arriver à faire un bilan. Je vous invite donc au recul, à la patience et à la nuance. Ce que je vous propose ici, c'est un résumé des tests, une compilation de tout ce qu'on peut dire sur les équipes à l'heure actuelle, mélangé, ça fait tout le sel de la vidéo, avec mon ressenti personnel, évidemment. Avant d'entrer dans le team par team, un mot général, les conditions ont été excellentes, il n'y a pas eu une seule grosse erreur, si on accepte les blocages de roues peu nombreux et un tête à queue de Piastri. Les drapeaux rouges ont été peu présents aussi, ça a enlevé très peu de temps de roulage, et surtout ces Formule 1 ont fait des progrès. Progrès sur la fiabilité et sur la vitesse, il y a eu très peu de pannes, quasiment aucune, des petites broutilles à droite à gauche, et surtout ça va vite, très vite, notamment la vitesse de pointe, c'est assez impressionnant comme ça a déjà augmenté. Le marsouinage lui a quasiment disparu, hormis quelques sursauts, mais sûrement dû à des tests sur les setups, notamment chez Alfa Romeo je trouve, eh bien c'est presque de l'histoire ancienne. Dernière petite info générale, le nombre de tours parcourus par chaque équipe, le graphique de la F1 juste là, faites pause si vous voulez regarder, ça reste une donnée quand même qui est parmi les plus importantes. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de noter les équipes de C- à A+. Attention, la note, ça ne veut pas forcément dire leur place dans le classement, mais c'est la manière dont s'est déroulé leurs 3 jours. Vous allez voir. On commence par l'équipe à qui j'ai mis la moins bonne note, c'est un C et il est pour McLaren. Ouais, ça a été vraiment compliqué. C'est comme si tous les doutes et les incertitudes que je vous ai exposés cet hiver sur l'écurie s'étaient matérialisés sur la piste. Alors déjà, ils ont commencé par nous dire qu'ils s'étaient rendus compte après le lancement de leur voiture qu'en fait il y avait une meilleure manière de faire la voiture et que du coup ils allaient tout changer et qu'ils avaient du retard. Voilà, c'est pour montrer un petit peu le topo de comment tout ça a démarré. Premier souci, la voiture n'a vraiment pas l'air très sexy. Les temps et les rythmes ne font pas rêver, le comportement n'est pas spécialement agréable à l'œil, on ne lui reconnaît pas une qualité particulière. Bref, elle n'a rien de spécial et dans la lutte à la 4ème place, elle ne ressort certainement pas de ces 3 jours comme la favorite. Elle a même sûrement du retard au début, pas mal de retard. Mais surtout, l'immense problème, c'est la multitude de problèmes qu'ils ont accumulés sur les 3 jours. On a encore vu des freins défectueux comme l'an passé, on a vu des pièces cassées dans tous les sens, ça les a fait rester au stand trop longtemps, notamment je pense aux garde-boue qui n'ont pas tenu du tout, c'était incroyable. Franchement, c'est inquiétant et ça fait même presque pas très sérieux, ils ont déjà annoncé un paquet d'améliorations pour le premier Grand Prix, je pense que c'est un signe qui montre qu'ils ne sont pas partis du bon pied. Bref, c'est un peu la déprime, il n'y a qu'à voir leurs déclarations et leurs visages, notamment celui du pauvre Lando Norris, pour sentir le manque de satisfaction. Après, j'ai un gros paquet d'équipes à qui j'ai mis B. Ça traduit le fait qu'il y a sûrement un gros paquet dans le bas du midfield. B que j'ai mis à Williams. Dur de dire grand chose sur eux, il n'y a pas eu de gros temps forts, il n'y a pas eu de gros temps faibles. Ça a été assez linéaire et en vrai, c'est déjà ça. On sent une amélioration claire et Sargent a bien roulé. C'est bien, mais pas encore de révolution sur la machine. D'ailleurs, Albon a calmé les ardeurs en déclarant que quand même, il restait loin. Je vais y venir en fin de vidéo, mais je m'attends globalement à les voir dans les mêmes eaux que d'habitude. Peut-être un peu mieux, avoir recollé, se battre pour quelque chose.
mais ça ira pas très loin. Il n'en reste pas moins que leurs tests se sont plutôt pas trop mal déroulés. B aussi pour As, dont le highlight du week-end a été le muret des stands version miniature, une astuce pour payer moins cher en transport et donc économiser un peu. Je trouve que voilà, économiser sur le muret des stands, ça en dit long sur les capacités de l'écurie, on peut pas attendre grand chose d'eux. À part ça, écoutez, chez As, pas d'erreur, pas de soucis, pas d'inquiétude, pas de problème particulier. Ça a plutôt bien roulé dans l'ensemble, ça a l'air assez stable, assez solide. Mais bon, c'est pas non plus des temps géniaux, le rythme a pas l'air dingo, ça sort pas du lot. Bon, c'est CB. On va juste dire que ça s'est bien passé et la voiture est normale. Bon, voilà ce qu'ils semblent se dessiner. On va voir maintenant s'ils sont capables de jouer un peu plus haut et comment ça va se passer sur 23 Grands Prix. B également pour Alpine, et là on entre sur un terrain un peu plus compliqué. L'écurie française est parmi celles qui ont fait le moins de tours avant-dernière, il n'y a pas eu de difficulté particulière, mais plusieurs petites choses les ont retenues au box, surtout j'ai un peu de mal à lire leur programme. Ils n'ont absolument pas cherché à faire de tours rapides, ils ont un petit peu testé tout ce qu'ils pouvaient tester, vérifié tous les setups, testé toutes les pièces. Je pense que leur prio ça a été de mieux comprendre et mieux connaître leur voiture pour partir d'une base très saine et ensuite avancer. C'est pas une mauvaise technique, mais du coup, leurs 3 jours ont été un peu coup-ci coup-ça, on a du mal à être spécialement content. Ils ont vraiment travaillé sur une série de réglages différents et ils ont misé sur des relais qui étaient plutôt pas mal. Du coup, les temps sont assez loin, le comportement de la machine a été fluctuant tout le week-end et la communication autour des essais est assez floue, mais eux ne semblent pas négatifs. Les retours des pilotes, des ingénieurs et des teams principales sont plutôt bons. Voilà. Alpine avance. Une chose est sûre, ils ne sont absolument pas dans le top 3, ils n'ont pas craqué ça, clairement pas. Par contre, ils ne sont pas en retard du tout dans le midfield, ils joueront la partie haute de ce tableau-là. Et je pense qu'ils ont les moyens de bien commencer dans une semaine à Bahreïn. Mais c'était pas non plus la folie. On continue les B avec AlphaTauri, à qui j'ai failli mettre un B-. Bon, le comportement était pas trop mal, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de moment marquant. Mais bon, généralement quand il y a ça, ça veut aussi dire que la voiture, elle a pas grand chose de dingue et qu'on saute pas au plafond. En vrai, je vais être honnête, j'ai pas grand chose de plus à dire sur eux. On a l'air d'être parti sur du classique, ils ont peut-être un petit peu relevé la barre par rapport à l'an dernier, mais ça reste en bas. La chose la plus marquante du week-end, c'est par contre peut-être la news sortie par les médias allemands hier, comme quoi Red Bull pourrait les vendre si jamais ils ne déménagent pas en Angleterre. Pour l'instant, c'est encore un petit peu confus, on va aller piocher les infos, laisser un petit peu de l'eau couler sous les ponts, et si jamais le sujet brûle, on essaiera d'en faire une vidéo, mais vraiment pas tout de suite, on va attendre. Le dernier B, il est pour Alfa Romeo, à qui j'aurais mis B+, sans la casse moteur de Valtteri Bottas hier matin. Ça a provoqué le retrait de ce box moteur pour des analyses plus profondes, et du coup c'est assez inquiétant, ça reste un gros point noir dans un week-end plutôt pas mal. Pour finir sur le côté négatif, je dirais qu'ils sont peut-être l'équipe que j'ai vu le plus rebondir, même si ça doit sûrement dépendre des setups. Et quand on regarde aussi l'analyse des relais de course, ça n'a pas l'air génialissime. Par contre, il y a un point positif, c'est qu'ils sont vraiment plutôt bien positionnés un petit peu dans tout et qu'ils sont très bien positionnés visiblement du côté des tours rapides. Cette voiture qui a l'air d'avoir pas mal de grip. Joe a signé le meilleur temps vendredi soir. Bon ok, c'était le seul sur les tendres, mais quand même. Et hier, Bottas a fait un temps dans le top 3. Ouais, on dirait que c'est une voiture qui a du potentiel et qui va démarrer la saison sur une vague plutôt positive. Donc c'est bien pour Alpha, dommage le moteur. Passage maintenant au B+, que j'ai décerné à Mercedes, un gros client qu'on attendait énormément. Alors oui, il semble clair qu'ils n'ont pas encore mis le doigt sur le réglage parfait, que ce n'est pas encore top. La satisfaction est loin d'être totale. On a vu de vrais défauts à l'écran avec pas mal de sous-virages et des difficultés. Les chronos ne mettent pas non plus ultra en confiance. Faut le dire, ils ne sont pas revenus en haut de l'affiche comme ça en claquant des doigts en début d'année. Ce n'est pas le cas, ils vont commencer un petit peu loin des tout meilleurs et vont devoir se refaire. En témoigne d'ailleurs la réunion de l'état-major non prévue le vendredi soir et la plupart des déclarations de Toto Wolff. Oui mais, et c'est un énorme changement, la W14 ne marsouine plus et elle a l'air beaucoup plus saine que sa petite sœur. Mercedes va donc démarrer beaucoup moins loin, beaucoup moins perdu et beaucoup moins démuni qu'en 2022. Maintenant pour jouer devant, il va falloir trouver la balance parfaite entre tous les éléments de ce concept très particulier et avoir une ligne de progression sans accroc. Ça va encore demander un petit temps et c'est encore incertain. Donc c'est un peu mitigé pour Mercedes. Je dirais que c'est mieux que Bahreïn 2022, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils espéraient en haut de l'affiche? Non, pas encore.
Je mets ensuite A- à Ferrari, on a tendance à extrapoler et à chercher le moindre petit détail pour enterrer la Scuderia, on a beaucoup vu ça ce week-end, mais au final leurs tests ne se sont pas mal passés du tout. Je suis d'accord, certaines attitudes corporelles, notamment chez Leclerc, ne donnent pas envie de s'emballer, mais sur le papier, c'est plutôt bon. Pas le moindre problème, une vitesse de pointe vraiment très impressionnante, ça c'est bon, des temps rapides réalisés finalement sans forcer tous les jours, un rythme de course qui est parmi le paquet de tête. Il démarre la saison avec une excellente base, pour moi c'est assez facilement la deuxième force, le concurrent numéro 1, c'est déjà ça. Ils espéraient être le numéro 1, ils sont quand même à un minimum. Vasseur a aussi indiqué qu'ils avaient surtout fait beaucoup de tests, essayé de cocher pas mal de cases, testé différents setups. Ils n'ont pas encore trouvé le setup optimal. Faudra aussi faire attention à une voiture un peu pâteau dans virage et il y avait certains tests où la dégradation était vraiment énorme. Donc ça demande encore de bricoler, mais en termes de base, de plancher, la Ferrari est là et bien là. On continue de grimper et on va décerner un A à la sensation, à la petite darling de ces 3 jours et l'équipe que j'attendais beaucoup, Aston Martin. La progression est déjà visible dans tous les secteurs, dans tous les chiffres et pour le coup elle n'est pas contestable. Dès le jeudi matin, ils avaient amélioré leur référence de la saison passée. C'est le plus gros pas en avant de l'hiver et en juger par comment la voiture est designée, ce qu'en disent les commentateurs et les ingénieurs, eh bien elle a tiré dans le bon sens, ça marche. Fernando s'en est évidemment régalé et on ne sent que de l'optimisme à l'intérieur et autour du team. Les tours rapides sont tombés facilement et ensuite ça s'est concentré sur le travail de l'ombre qui a donné des datas vraiment intéressantes. La question c'est à quel point est-ce qu'ils sont devenus un top team? Eh bien je dirais non, pas encore, mais par contre ils sont devenus une menace. Ils ont peut-être à portée de fusil 1 ou 2 top teams et c'est déjà à minima une menace pour Alpine. C'est donc très bon, ça veut dire qu'ils semblent déjà bien armés pour jouer le haut du midfield. C'est déjà une belle évolution. Alors, si je dois tempérer quelques ardeurs, notamment de l'autre côté des Pyrénées, je dirais quand même qu'il n'y a pas le même sentiment qu'on avait eu par exemple pour Racing Point aux essais hivernaux de 2020, où ouais, les mecs sentaient vraiment qu'ils avaient une roquette entre les mains, qu'il y avait un truc à faire. Voilà, Aston c'était bien, très bien, mais on va garder de la mesure. Pour l'instant, je pense qu'on ne jouera pas le podium à Bahreïn, hein. J'y viendrai à la fin. Mais bon, c'était excellent et très positif. On a aussi vu les premiers tours de Drugovich qui se sont bien passés et je crois qu'il a des chances de courir le premier Grand Prix le week-end prochain. Il y a une situation très floue autour de Lance Stroll, ils vont se laisser jusqu'au dernier moment pour décider. Mais si je dois parier, je me dis qu'il ne sera pas là et que le meilleur choix dans la voiture, c'est Felipe. J'espère bien qu'on verra le Brésilien sur la grille de départ. Et enfin, on va terminer avec le A+, Red Bull. Que dire? Ils sont parfaits, ils semblent vraiment intouchables. Ils étaient directement prêts à démarrer, il n'y a rien qui les a perturbés pendant 3 jours. J'ai même envie de dire qu'en 4 heures, la première matinée avec Verstappen, c'était déjà réglé. Le comportement de la machine est impressionnant de propreté et d'efficacité. En fait, c'est comme si rien ne les perturbait, comme s'ils avaient la formule pour que tout fonctionne. La voiture, elle est plus légère que l'an dernier et elle paraît plus rapide aussi que l'an dernier, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Voilà, à un moment donné, chapeau, hein. Ils sont dans la continuité de l'an dernier, c'est génialissime, les relais sont excellents et mécaniques, les tours rapides sortent en claquant des doigts, ils ont fait le meilleur temps hier et le meilleur temps toutes sessions confondues avec des pneus C4 alors que les Mercedes avaient des pneus C5 et en plus avec Perez, on peut légitimement penser que Verstappen aurait été incapable d'aller encore plus vite. Bon, voilà, on va pas se mentir, oui Red Bull est la référence, oui Red Bull est le grand favori et oui Red Bull a passé 3 jours quasiment de rêve à Bahreïn. Alors avant de vous quitter, c'était la promesse, je vais vous donner la hiérarchie que j'imagine à Bahreïn. Vous allez voir comment j'ai fonctionné avec un potentiel haut et un potentiel bas pour chaque équipe. Je tiens juste à rappeler que le résultat de Bahreïn, ce ne sera pas forcément une photo de la saison. Il y a 22 grands prix et un développement de taré derrière. Donc pas de conclusion hâtive, pas de pessimisme, pas d'excitation trop grande non plus derrière. Doucement, c'est que le début. Alors, vous voyez mon petit dessin, je vous ai dit donc cette projection haute et basse pour chaque équipe. En fond de peloton, j'imagine Williams avec un petit peu au-dessus AlphaTauri et As. Vous voyez que bon, ça peut s'échanger les positions, mais que dans l'idée, c'est comme ça. On aurait ensuite une écurie McLaren un petit peu moribonde qui pourrait se faire avoir par une Alfa Romeo qui a pas l'air tout mal et qui peut jouer les points des Bahreïn. Ensuite Alpine, c'est plutôt propre pour l'instant, ça a l'air d'être assez solide, ça risque de pas être trop inquiété par les écuries du bas. Et sur un malentendu, ça peut aller chercher devant, mais j'imagine plutôt en 5ème force pour démarrer.
Aston, très très bien, je l'ai mis 4ème mais aux portes de la 3ème place face à Mercedes. Je vois bien Alonso se battre par exemple avec Russell dans la course, et devant après les deux top teams, avec Ferrari qui est là et qui normalement, s'ils déroulent leur plan, devrait être la deuxième force sans souci, et Red Bull qui me paraît le grandissime favori. Voilà, on reviendra là-dessus dans le débrief de Bahreïn pour voir si ce tableau fait un petit peu à la main et avec tout ce que j'ai accumulé dans le week-end a du sens ou pas. Voilà, je peux pas vous donner mieux que ça, c'est ma vision, je veux bien qu'on en débatte. Si je dois parier sur un top 10 à la régulière dimanche prochain, je dis Verstappen devant Perez, Leclerc 3ème, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell, Ocon, Gasly et Lando Norris. Voilà. Bon, maintenant moi j'ai tout donné, j'attends vos avis, vos réactions, vos pronostics dans les commentaires. On se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui dit que pour arriver premier, il faut premièrement s'appeler Red Bull. À bientôt.